Alors je propose maintenant, peut-être qu'on a fait l'opération, tout s'est bien passé grâce à l'insulinothérapie IV, il est en salle de réveil, et pouf, on le repasse entre les mains du docteur Chesson, qui va maintenant prendre le relais en post-op. Merci, Dan. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt. Pour aborder le problème de la reprise des schémas habituels du patient, et notamment les insulines sous-cutanées, voire les médicaments antidiabétiques, on va le voir à la fin. On va se rappeler la sécrétion physiologique de l'insuline par le pancréas. On l'a déjà évoqué un petit peu. Le pancréas produit en continu de l'insuline pour nos cellules insulinodépendantes dont on a besoin pour vivre tous. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'insulinémie basale. À chaque fois qu'on a un pic glucosé, qu'on mange, qu'on prend un repas, alors immédiatement, le pancréas va produire un pic d'insuline qui va couvrir ce repas. Et puis, si la glycémie reste élevée, pour la ramener à la valeur physiologique qui est autour d'1 gramme, de 5 millimoles, alors il va pouvoir faire des corrections, des petits bolus de correction, l'objectif étant d'avoir en continu une glycémie autour de 1 gramme. Eh bien, le schéma basal-bolus, qui est quelque chose de nouveau pour nous anesthésistes, mais qui est très très connu de nos collègues diabétologues, va reproduire finalement le schéma physiologique de la sécrétion d'insuline par le pancréas, avec l'injection d'une insuline lente qui va couvrir le nictémère, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est la Lantus ou c'est les autres médicaments, enfin en pratique la glargine le plus souvent. Et puis à chaque fois que le diabétique, alors la caricature bien sûr c'est le diabétique de type 1 qui n'a pas de sécrétion endogène. Et donc, avant chaque repas, pour couvrir son repas, il va s'injecter un bolus d'insuline qui représente le pic que fait d'habitude le pancréas. Et puis, s'il est hyperglycémique, par exemple, vous avez sur ce schéma une hyperglycémie, par exemple, à minuit, il va se faire un bolus correcteur pour remettre sa glycémie à une valeur plus physiologique. Et donc ce schéma basal-bolus, c'est le schéma qu'ont tous les patients diabétiques de type 1. Il est indispensable à leur survie et en périopératoire, mais aussi dans l'évolution de la maladie. C'est un schéma qui est très utile chez le patient diabétique de type 2. Et on va voir qu'en périopératoire, c'est le schéma qu'il faut qu'on apprenne parce que c'est celui qui nous permet de traiter tous nos patients. Donc, 3 volets à la prescription d'un schéma basal-bolus qui ne sont pas forcément faits tous, mais il y aura pour les insulino-requérants des diabétiques de type 2 ou les diabétiques de type 1 la prescription d'une insuline lente, c'est celle qui assure l'insulinémie basale. La prescription éventuelle d'un bolus pour le repas à partir du moment où le patient a repris une alimentation. Et puis, toujours, quasiment, c'est ce qui permet de surveiller et de corriger la glycémie quand elle est élevée, un bolus correcteur, le volet 2 et le volet 3 se faisant avec des analogues ultra rapides dont on a parlé tout à l'heure. Alors, Carole nous a laissé le patient en salle de réveil avec de l'insuline IVSE. Ce patient a eu, qu'il soit type 1 ou type 2, peu importe, on vient de le voir, a eu besoin d'insuline. Il a une insulino-résistance qui nécessite des doses importantes d'insuline en périopératoire, qu'on va continuer en salle de réveil jusqu'à ce que les glycémies soient stabilisées et globalement dans des ranges qui sont pas trop élevés. Si on a une posologie d'insuline IVSE en salle de réveil qui est supérieure à 6, 7, 8 unités/heure, on ne peut pas faire de relais sous-cutané et il faudra attendre, garder ces patients en salle de réveil jusqu'à ce que l'équilibre glycémique soit meilleur. Et donc, à partir du moment où la posologie d'insuline est inférieure à 4 unités/heure, on va pouvoir relayer cette administration IVSE par des insulines sous-cutanées. Comment fait-on ? On va calculer la quantité d'insuline IVSE reçue sur 24 heures. Alors ça, c'est les schémas qu'on peut appliquer aussi en réanimation, bien sûr.
Et on va partager cette quantité en deux quantités équivalentes. La première moitié représentera la dose d'insuline lente qu'il faut administrer au patient en une fois. On a vu que ça couvrait le nictémère, donc une seule fois suffit. Classiquement, c'est fait le soir. Et l'autre moitié servira à faire les bolus pour le repas que se fait le diabétique de type 1 avant chaque repas. On prend la moitié de la dose, on la divise en 3 et on a le bolus pour le repas de notre patient. Si le patient est resté que quelques heures au bloc opératoire et en salle de réveil, on ne connaît pas sa quantité d'insuline. On ne va pas pour autant, s'il a 3 unités heure d'insuline, on ne va pas le garder 24 heures pour calculer exactement. Alors, il y a un schéma simple qui est de considérer que la posologie d'insuline lente est d'environ 0,3 unités kilo-jour. Avec ça, on ne fait pas d'erreur et on l'adaptera ensuite au patient. Donc ça, c'est la prescription d'insuline lente. Et pour le bolus pour le repas, on calculera si on n'a pas d'idée de ce que prenait le patient avant, parce que quelquefois, ils connaissent les doses, il faut reprendre les mêmes. Mais si on n'a pas d'idée, on fera 0,1 unité kilo par repas. Ensuite, on va adapter nos posologies. Donc, le bolus correcteur, on ne l'adapte pas. Il est toujours en fonction de la glycémie. Un patient qui a entre 10 et 12 millimoles de glycémie, eh ben, on lui fait un bolus correcteur de 3 unités. Par contre, ce qu'il va falloir adapter, c'est l'insuline lente. Alors, l'insuline lente, il faut reprendre notre schéma basal-bolus, se souvenir qu'elle est injectée à 20 heures le soir le plus souvent et qu'elle couvre le nictémère. Quand l'insuline a été injectée à 20 heures, alors ce qu'il faut regarder, c'est la glycémie à jeun le matin à 8 heures. Pourquoi ? Parce qu'elle est, lorsque l'insulinémie basale est à l'équilibre, on le voit bien ici, et donc cette glycémie à ce moment-là va nous permettre de voir quelle insulinémie basale on a. Alors, on a par exemple une glycémie le matin à jeun qui est à 7 millimoles. Eh bien, c'est parfait. Notre dose d'insuline lente est la bonne, puisque, alors qu'il est à jeun, il a une glycémie normale. Si la glycémie est à 12 ou 13 millimoles, l'insulinémie basale n'est pas suffisante. Et donc, on va augmenter le soir même la posologie d'insuline de 2 unités. Voilà, c'est ce que vous avez ici. A contrario, si le patient, le matin à jeun, a une glycémie inférieure à 10 millimoles, la posologie d'insuline lente est un tout petit peu trop élevée, alors je vais baisser de 2 unités la posologie de mon insuline lente le soir même. Voilà comment on adapte les traitements. Et petit à petit, pour les patients qui n'avaient pas d'insuline, mais qui ont une insulinorésistance qui nécessite qu'ils aient de l'insuline en post-opératoire, petit à petit, on va diminuer comme ça le besoin en insuline et voire arrêter le schéma basal-bolus. Et c'est ce qu'on a ici, après, quand on va reprendre nos traitements antérieurs, qui doit être conditionné. Et là, il faut essayer d'être un petit peu rigoureux et de ne pas faire ce qu'on voit souvent, reprise des traitements antidiabétiques oraux avec les repas. Non, il y a trois variables qui doivent conditionner la reprise des traitements antérieurs. C'est bien sûr d'avoir une alimentation orale suffisante. Il n'est pas question de mettre des antidiabétiques oraux chez des patients qui sont à jeun. C'est des glycémies globalement stabilisées. Reprendre les traitements antidiabétiques oraux quand le patient a 20 millimoles de glycémie, ça n'a aucun sens. On n'y arrivera pas avec les antidiabétiques oraux. C'est l'insuline qu'il faut continuer. Et puis, on l'oublie trop souvent, c'est la fonction rénale. On a vu tout à l'heure que tous les médicaments antidiabétiques oraux s'accumulaient lors de l'insuffisance rénale. Et donc, il faut, à la reprise des antidiabétiques oraux, regarder la clairance de la créatinine. Quand elle est quand elle est supérieure à 60 ml/min, on peut reprendre tous les antidiabétiques oraux. Il n'y a aucune contre-indication. Quand la clairance est comprise entre 30 et 60 ml/min, on reprendra tous les antidiabétiques oraux, sauf la metformine qui est contre-indiquée à ce moment-là. Enfin, quand la clairance est inférieure à 30 ml/min, alors ce n'est pas la peine de reprendre les antidiabétiques oraux. Ils sont contre-indiqués dans cette situation-là et on va continuer notre schéma basal-bolus. On a repris nos antidiabétiques oraux. Il nous reste encore un petit peu de schéma basal-bolus qui était en cours. Le patient en avait eu besoin. On peut l'arrêter quand on a repris les antidiabétiques oraux, que le patient les tolère bien. On peut l'arrêter quand l'insuline lente est inférieure à 16 unités par jour. Il va se débrouiller. Et on l'enverra bien sûr à son médecin traitant dans la semaine qui suit. Par contre, si malgré la reprise des antidiabétiques oraux, le patient garde un besoin en insuline, alors il faudra savoir continuer le schéma basal-bolus et adresser le patient à l'équipe d'endocrinologie. Dans maintenant beaucoup de centres, on a des équipes mobiles de diabétologie qui nous aident
beaucoup dans la prise en charge de nos patients diabétiques. Et alors, à la sortie, ils vont nous aider ou à réintroduire les traitements en changeant le traitement, ou surtout à garder de l'insuline parce que finalement le patient en avait besoin, et c'est quelque chose qu'on voit sur l'hémoglobine glyquée préopératoire. Le patient avait une hémoglobine glyquée à 12% en préopératoire, c'est évident que ce patient n'était pas équilibré et qu'il lui faut un traitement supplémentaire, et souvent effectivement ça va être l'insuline. Voilà, je vous remercie, et vous retrouverez c'est dommage, tout dans les fiches et les textes dont on vous a parlé tout à l'heure. Fiches pratiques où l'ensemble des schémas que vous avez vus lors de ces exposés sont présents, et puis dans effectivement le texte long où on a essayé d'expliquer tout ce qu'on vient de vous dire. Je vous remercie. Gaëlle, merci. Je vais peut-être reprendre 2-3 petites choses parce que c'est quand même une partie un peu délicate là. Il y a de la transition, on change de voie d'administration, les doses, il faut se rappeler d'un certain nombre de choses. Moi, ce qui me semble peut-être important, en tout cas que moi j'ai mis du temps à comprendre au départ, c'est qu'on pouvait avoir en même temps, comme on le voit très bien sur le schéma finalement, le bolus du repas et auquel on va rajouter le bolus correcteur. Exactement. Parce qu'en général, dans notre tête, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ce que apporte, je trouve, cette diapositive et cette nouvelle prise en charge, c'est qu'au moment du repas, on a son bolus du repas, et potentiellement un bolus correcteur en plus. Autrement dit, il faut bien ajouter les 2 doses. 3 unités de l'un, plus de la même molécule, mais 3 plus 2 par exemple, et non pas se contenter de ça, de la dose du repas comme on en avait l'habitude autrefois. Tu peux peut-être reprendre ça, parce que je pense que c'est important dans le mode de calcul, et notamment l'expression du schéma que tu as proposé tout à l'heure. Bien sûr. Le bolus pour le repas, il n'est là que pour couvrir le repas. Si un patient a une glycémie... Alors, là, encore une fois, c'est le schéma classique du patient diabétique de type 1. Le patient diabétique de type 1, s'il a une glycémie à 4 millimoles à 6 millimoles, il va se faire un bolus pour le repas pour couvrir son repas, pour couvrir les apports qu'il a reçus, le pancréas ne pouvant pas le faire à sa place. Donc, le bolus pour le repas est fait si le patient mange, quelle que soit la glycémie. Par contre, si ce patient est hyperglycémique avant de prendre son repas, c'est qu'il faut le corriger. Il va prendre son repas, on lui donne le bolus pour le repas, on oublie, mais maintenant il va falloir le corriger. Et donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va associer au bolus pour le repas un bolus correcteur sur le même schéma qu'on a vu tout à l'heure, le volet 3 du schéma basal bolus. On va rajouter aux 6 unités qu'il a pour son repas, 3 unités s'il a 14 millimoles. Voilà un commentaire ? Oui, je veux bien faire des petits commentaires sur donc, cette suite opératoire. Bon, clairement, l'insuline est là parce que ça permet la plus grande laxité, la plus grande adaptabilité rapide aux glycémies. Et puis le schéma basal bolus, il offre ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire qu'y compris d'ailleurs, les repas peuvent être pris avec un petit décalage, on va faire l'insuline avec le même décalage. C'est le seul schéma qui permet cette adaptabilité. Maintenant, Gaëlle l'a très bien dit, des patients qui vont pouvoir retourner vers ADO, et ce que je vois après, ce sont des queues de prescription de l'anesthésiste avec des patients qui restent sous insuline et le généraliste qui a continué à prescrire l'insuline. Donc c'est intéressant que vous posiez cette question pour aider le généraliste à la suite. Parce que nous avons des patients, figurez-vous, 5 ans ou 10 ans plus tard, qui restent encore avec l'insuline et ils nous arrivent à la consultation, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Moi, je voudrais faire un commentaire en continuité sur la metformine, parce que je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, dans les 2 sens. Donc, il faut quand même que vous sachiez qu'il y a encore beaucoup de gens qui arrêtent 48 heures avant, ce qui est une ineptie. D'abord parce que c'est un équilibre de long terme. La metformine, c'est le meilleur médicament pour les diabétiques de type 2. Ça change la mortalité, la morbidité, donc c'est un excellent médicament. Tout le monde a peur parce qu'on a diabolisé ce médicament. Il faut l'arrêter la veille. Il faut quand même aussi parce qu'on a eu peur de heurter les gens. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'arrêtent pas et donc qui continuent, y compris la veille, et pour lesquels il ne se passe aucun problème. On a peur avant, mais finalement, c'est après qu'il faut se méfier, dans les 2 sens. Donc tu l'as dit, Gaëlle, mais je crois qu'il faut vraiment insister. La metformine, c'est pas dangereux de la continuer avant l'intervention. Ce qui est dangereux, c'est de la continuer après l'intervention si on a une clairance de la créatinémie, si on a une insuffisance rénale qui s'est installée sur la clairance. Donc il faut mesurer la clairance, je suis d'accord. Et à ce moment-là, il faut l'arrêter. Mais surtout et aussi, c'est pareil que pour ce que tu as dit, Paul, il faut aussi la reprendre
quand la clairance est remontée. Parce que si on ne la reprend pas, les malades partent sans metformine et l'équilibre est terminé. Et va être, le malade va être complètement déséquilibré. Donc il faut arrêter avec cette histoire de metformine, il faut l'arrêter avant, c'est super dangereux. On fait juste attention à sa reprise et on la reprend. Mes chers amis, je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce que c'est le temps de la fin de cette session. On n'a évidemment pas abordé beaucoup de questions, on n'a pas pu aller beaucoup dans certaines finesses qui seraient nécessaires aux collègues pour bien comprendre, pour bien s'habituer à ça. Donc on vous renvoie encore une fois aux fiches qui sont sur le site de l'ASFAR et à ce numéro spécial. Il y a des situations intéressantes qu'on n'a pas pu aborder malheureusement, comme les patients sous pompe, qui sont de plus en plus fréquemment rencontrés, mais qui représentent une situation intéressante. Vous retrouverez des informations précises sur ces situations-là dans les fiches et dans le document. Nous vous remercions beaucoup de votre attention. Je remercie les collègues présents avec moi à la table aujourd'hui, notre collègue en back-office et toutes les personnes qui ont bien eu la gentillesse de vouloir poser des questions. Nous avons essayé de répondre à certaines d'entre elles, malheureusement pas à toutes encore une fois. Et tout ce qu'on peut faire, c'est vous remercier et vous reporter aux fiches et aux documents de l'ASFAR sur cette situation importante qu'est le diabète en périopératoire. Bonne journée à tous.